Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire notre deuxième séance dans notre série sur l'anatomie et cytologie pathologique et on va parler des inflammations. Alors l'inflammation c'est la réaction immunologique principale pour combattre toute agression extérieure. Il n'y a pas de réaction anti-infectieuse sans réaction inflammatoire. Et donc aujourd'hui on va essayer de voir les principales phases et les composantes de la réaction inflammatoire. Alors pour faire ça, on va d'abord définir la réaction inflammatoire et ses différentes phases. On va ensuite voir les phases de réparation et de cicatrisation. L'inflammation aiguë, c'est-à-dire la phase vasculo-exsudative et quelles sont les formes cliniques de l'inflammation aiguë. L'inflammation chronique granulomateuse, qui est une forme exceptionnelle, enfin qui est une forme plutôt spécifique d'inflammation à certains germes. Et enfin, les inflammations virales, parasitaires et mycosiques. Tout d'abord, le processus inflammatoire. Alors l'inflammation, c'est quoi? C'est un ensemble de signes généraux ou locaux en rapport avec une agression tissulaire. C'est-à-dire en gros qu'il y a un agent, qu'il soit physique ou chimique ou bactériologique ou peu importe, qui va agresser les tissus, que ce soit, que ce soit vraiment une agression externe ou une agression interne, et ça va entraîner un ensemble de signes. C'est le syndrome inflammatoire. Les signes généraux, on a des signes cliniques, comme par exemple la fièvre, enfin toute élévation de la température, que ce soit une hyperthermie ou une fièvre, et l'altération de l'état général dans certains syndromes inflammatoires qui sont généralisés. Les signes biologiques, c'est notamment le syndrome inflammatoire biologique avec élévation de la CRP, avec une vitesse de sédimentation qui est accélérée. Donc tout ça, ce sont les composantes du syndrome inflammatoire de type biologique. Les signes inflammatoires locaux, donc on les retrouve au niveau du tissu conjonctif, c'est la fameuse tétrade, c'est l'œdème, la douleur, la rougeur, la chaleur. Et c'est ce qui va définir en fait si on a une inflammation localisée ou pas. Alors l'inflammation n'est pas forcément égale à une infection, il peut exister des processus inflammatoires d'origine immunologique ou immunitaire sans qu'il y ait un agent pathogène infectieux, et inversement il peut exister des infections qui ne s'accompagnent pas forcément d'inflammation. En sémiologie, le suffixe it définit le plus souvent une inflammation, ce qui n'est pas tout à fait juste. Par exemple, on a des méningites qui sont définies comme une infection des méninges et du système nerveux central. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'inflammation est un ensemble de signes, qu'ils soient généraux ou locaux. Dans les signes généraux, on a les signes cliniques, donc fièvre et altération de l'état général. Et des signes biologiques, c'est le syndrome inflammatoire biologique fait de CRP, VS, PNN, etc. Les signes locaux, donc c'est ce qu'on retrouve au niveau du tissu conjonctif. Les causes de cette inflammation, alors elles peuvent être infectieuses, on a dit qu'il existe des germes pathogènes qui entraînent une réaction inflammatoire. Il peut s'agir d'une réaction d'hypersensibilité de tous ces types, des causes qui sont physiques comme les brûlures ou les irradiations, des causes chimiques comme par exemple l'inhalation de produits caustiques, des causes ischémiques, c'est ce qui se passe dans l'infarctus du myocarde. Alors tout infarctus viscéral entraîne une réaction inflammatoire qui sera probablement liée au phénomène nécrotique. Et enfin, des corps étrangers, donc par exemple, lorsqu'un chirurgien va oublier une compresse dans un abdomen, il va se créer une réaction inflammatoire autour de ce corps étranger pour protéger en fait le reste des viscères contre une éventuelle agression. Alors, quels sont les éléments clés d'une réaction inflammatoire? Alors, nous avons toujours des éléments qui sont cellulaires, des éléments qui sont, disons, humoraux et des facteurs de croissance. Alors, les cellules impliquées dans la réaction inflammatoire, on a les plaquettes pour, entre guillemets, circonscrire le foyer inflammatoire. On a les PNN qui vont servir justement à la réponse anti-infectieuse. Les macrophages qui vont servir de détergents, les lymphocytes qui vont servir dans la réaction immunitaire à médiation cellulaire, et enfin les fibroblastes justement dans la réparation pour justement arrêter un petit peu le processus d'inflammation aiguë et passer vers l'inflammation chronique et vers la fibrose.
Les médiateurs de l'inflammation sont de deux types, toujours. On a des médiateurs locaux et généraux. Les médiateurs locaux, en fait, c'est ce qui va agir au sein même du foyer inflammatoire ou du foyer infectieux. Donc, c'est ce qui va être sécrété par les cellules qu'on retrouve dans le tissu conjonctif. On a les cytokines inflammatoires, c'est notamment l'IL-1, l'IL-6 et les TNF-alpha. Donc, ce sont vraiment les cytokines inflammatoires par excellence. On a le PAF, le monoxyde d'azote, le thromboxane qui va être notamment un activateur des plaquettes. Les radicaux libres sont sécrétés par certains types de PNN et par les cellules NK, et ils vont servir à une réaction anti-infectieuse. Et enfin, les amines vasoactives, et notamment l'histamine, qui vont entraîner une vasodilatation pour ramener les cellules et les médiateurs au sein du foyer inflammatoire. Les médiateurs généraux, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans tout le corps et c'est ce qui va être à l'origine du syndrome inflammatoire général, la fièvre, l'altération de l'état général. Donc on a le système du complément, les kinines vasodilatatrices, les facteurs de coagulation, la fibrinolyse, et ce sont des médiateurs qui sont préformés, qui sont déjà disponibles dans le plasma à tout moment. Alors que les médiateurs locaux, ce sont des médiateurs qui sont néoformés, donc des dérivés cellulaires qui sont sécrétés par les cellules inflammatoires au niveau du tissu conjonctif. On a également certains facteurs de croissance, et notamment l'epidermal growth factor, qui est un médiateur inflammatoire important. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les éléments de l'inflammation, on a des éléments cellulaires, des éléments humoraux et des facteurs de croissance. Les éléments cellulaires à retenir à tout prix, c'est surtout les cellules inflammatoires, donc les PNN, macrophages, lymphocytes. Les plaquettes sont importantes pour former le caillot et circonscrire ce foyer inflammatoire. Et les médiateurs, donc les médiateurs locaux, c'est ce qui est néoformé, donc les dérivés cellulaires, les cytokines, thromboxane, amines vasoactives et notamment l'histamine. Et les médiateurs généraux, ce sont des médiateurs préformés, donc déjà disponibles dans le plasma à tout moment. Et il s'agit du système du complément, des kinines, des facteurs de coagulation, etc. Les phases de l'inflammation, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles se déroulent dans le temps, elles sont au nombre de 3. On a la phase d'initiation, c'est la phase vasculo-exsudative. Donc on a dans vasculo-exsudative, on a deux mots. On a vasculo et exsudative. Donc dans la phase vasculaire, c'est la vasodilatation, donc il va permettre de ramener des cellules et des médiateurs au sein du foyer inflammatoire. Et l'exsudation, c'est le passage de plasma et de cellules dans le tissu conjonctif. Tout cela va s'effectuer grâce aux effecteurs primaires, donc grâce aux médiateurs locaux. La phase d'amplification, c'est la phase cellulaire. Alors la phase cellulaire, c'est la formation de ce qu'on appelle le granulome inflammatoire ou le bourgeon inflammatoire. C'est un amas de cellules fait de PNN, de macrophages, de fibroblastes, qui vont servir de détergents, donc qui vont déterger, donc qui vont servir à la détertion de ce site inflammatoire. Et enfin, la phase de résolution, c'est la cicatrisation ou la réparation. On peut soit avoir une cicatrisation avec des séquelles, donc on n'aura pas une restitution du tissu comme il était auparavant, soit on peut avoir une réparation, c'est ce qu'on appelle la restitution dite ad integrum, c'est-à-dire que le tissu va revenir dans le même état qu'il était avant cette agression étrangère. Donc trois phases dans l'inflammation. La phase d'initiation, c'est la phase vasculo-exsudative. La phase d'amplification, c'est la phase cellulaire. Et enfin la phase de résolution, c'est la cicatrisation. Donc cette phase de cicatrisation va faire l'objet d'un chapitre à part. On commence donc par la phase vasculo-exsudative qui sera responsable des signes cardinaux de l'inflammation. C'est la tétrade de Celsius, la chaleur, la rougeur, la douleur et les tuméfactions avec impotence fonctionnelle. L'impotence fonctionnelle n'est pas toujours retrouvée. On entend impotence fonctionnelle, c'est-à-dire la perte de fonction d'un organe ou d'un membre ou d'un tissu. Elle est formée par trois phénomènes en fait, cette phase vasculo-exsudative, qui se déroule la plupart du temps en même temps, c'est-à-dire que ce n'est pas des phénomènes qui sont successifs. On a la phase de congestion active. Alors la congestion, c'est le fait de ramener du sang vers un tissu. Et cette phase de congestion active, donc active, ça veut dire qu'il y a une consommation d'énergie pour ramener ce sang, donc il y a vasodilatation. Et la vasodilatation va s'effectuer grâce à des phénomènes notamment nerveux et chimiques. Nerveux par le système nerveux soit parasympathique, soit par le système nerveux
autonomes, non adrénergiques, non cholinergiques, et des médiateurs chimiques, c'est l'histamine qu'on connaît tous, qui est un médiateur néoformé. L'œdème inflammatoire, donc cette vasodilatation, elle va entraîner l'apparition de pores au niveau de la paroi des vaisseaux. Et ces pores vont laisser passer du plasma et certaines cellules et certains médiateurs. Donc ce plasma qui va passer des vaisseaux vers le tissu conjonctif va entraîner un œdème et augmenter donc la pression hydrostatique à l'intérieur du tissu conjonctif. L'augmentation de la pression hydrostatique à l'intérieur du tissu conjonctif va en fait ralentir le flux sanguin, il va ralentir le flux cellulaire dans les vaisseaux sanguins et ça va favoriser ce qu'on appelle la diapédèse leucocytaire qui est la traversée active des parois vasculaires par les leucocytes. Donc on va essayer de ramener un maximum de cellules inflammatoires, des lymphocytes, des macrophages, des PNN au sein même du tissu pour justement effectuer cette réaction anti-infectieuse. La congestion active, c'est la vasodilatation artériolaire, augmentation de l'apport sanguin et une stase sanguine. Donc on va vraiment diminuer le flux sanguin. Ça va entraîner une rougeur avec une chaleur locale. Donc comme on le sait, le sang est un liquide qui est chaud à 37 degrés, alors que la peau, elle est toujours en adéquation avec la chaleur qui est ambiante. Lorsque le sang va passer juste en dessous de la peau, ça va réchauffer la peau de l'intérieur et c'est ce qui va entraîner cette chaleur qui est liée à l'inflammation. La stase sanguine et la diminution du flux sanguin va diminuer l'apport en oxygène, donc ça va créer un environnement qui est anaérobie, et ça c'est intéressant notamment dans les infections à germes pathogènes aérobies. En diminuant l'apport d'oxygène, ça peut favoriser en fait la disparition ou la destruction spontanée de ces germes qui sont aérobies et qui nécessitent un apport en oxygène important. L'œdème inflammatoire, comme on l'a dit, il est dû à l'augmentation de la perméabilité avec augmentation de la pression hydrostatique à l'intérieur des vaisseaux. L'extravasation du sang, et notamment c'est un exsudat, parce que ce n'est pas vraiment un œdème transsudatif, c'est un œdème exsudatif de type inflammatoire. Donc cet exsudat du plasma riche en protéines, notamment riche en albumine vers le tissu interstitiel, va augmenter en fait la teneur en substances fondamentales dans le tissu conjonctif. Cette augmentation de la substance fondamentale, donc cet œdème, il va comprimer les terminaisons nerveuses qui sont juste au niveau du derme et de l'hypoderme et entraîner une douleur. Alors cette douleur, on a dit qu'elle est multifactorielle, c'est pas uniquement l'œdème qui va entraîner cette douleur, il y a également des médiateurs inflammatoires de la douleur comme les prostaglandines, comme certains types de thromboxane. Donc vraiment, pour combattre la douleur dans l'inflammation, la douleur inflammatoire d'ailleurs, elle a des caractéristiques qui sont très spécifiques, elle réveille la nuit, elle entraîne un dérouillage matinal, etc. Donc pour combattre cette douleur, il faut agir sur les deux plans. Il faut agir sur l'œdème et il faut agir sur la sécrétion de prostaglandine. En microscopie, lorsqu'on voit un tissu qui est œdémacié, qui est inflammé, il est souvent pâle. Il est pâle parce qu'il est rempli de liquide. Il est peu colorable, donc il ne répond pas vraiment à l'HES parce qu'on n'a pas beaucoup de protéines, on n'a pas beaucoup de membranes cellulaires, on n'a pas beaucoup de noyaux. C'est uniquement de l'œdème, uniquement du liquide. Et comme on a dit, il est distendu parce qu'on a un gonflement des tissus. Donc les rôles de cet œdème, c'est d'abord l'apport de médiateurs chimiques. On a dit que parmi nos médiateurs chimiques, on avait des médiateurs locaux et des médiateurs généraux. Les médiateurs locaux, ce sont des médiateurs qui sont néoformés, des dérivés cellulaires, c'est l'histamine notamment, et les médiateurs généraux, c'était le système du complément, c'était les thromboxanes, les kinines. Et ces médiateurs généraux, on est obligé en fait de les ramener au sein de ce tissu inflammé pour entraîner une réponse inflammatoire. Et ça va s'effectuer grâce à cet œdème.
L'œdème va ensuite servir à diluer les toxines. Donc évidemment, si on a une inflammation de type infectieux, si on a un germe qui est en train d'attaquer nos tissus, certains germes sont responsables de la sécrétion de toxines. Alors les toxines, c'est soit des protéines, soit des glucides, soit des lipides. Et ils vont entraîner la plupart du temps une nécrose tissulaire. Alors si on augmente la quantité de liquide au sein de notre tissu, on va augmenter en fait le solvant de ces toxines et donc on va les diluer, leur concentration va baisser et donc leur action va également être moindre par rapport à l'état initial. L'œdème va également limiter le foyer infectieux par de la fibrine, donc on aura formation d'une coque fibrineuse autour de ce foyer inflammatoire et ça va empêcher en fait cette dissémination de toxines dans l'organisme et dans le sang. Et enfin, on a dit que l'augmentation de la pression hydrostatique à l'intérieur du tissu conjonctif va ralentir le courant sanguin et favoriser la diapédèse leucocytaire, qui est en fait la prochaine étape dans la phase vasculo-exsudative. Parlons de la diapédèse leucocytaire. Alors c'est une traversée qui est active des parois vasculaires, donc c'est pas une traversée qui est passive comme dans les phénomènes de vasodilatation. Là on a besoin que les cellules soient attirées vers la paroi, on a besoin qu'elles effectuent certaines réactions membranaires, qu'elles effectuent des mouvements de roulement et de rotation pour passer du sang vers le milieu interstitiel. Alors elle est favorisée par deux facteurs, favorisée par la stase sanguine et par les phénomènes chimiotactiques. La mise en jeu des couples ligand-récepteurs, c'est ce qui va en fait créer cette diapédèse leucocytaire. Alors elle s'effectue selon deux phases. On a d'abord la phase de roulement. La phase de roulement, en fait la cellule va se rapprocher de la paroi vasculaire et elle va rouler de plus en plus pour diminuer sa vitesse en fait. Puis on aura une phase d'adhésion où la cellule va adhérer à la paroi vasculaire, puis passer à travers pour aller dans le tissu interstitiel. La phase de roulement va nécessiter des réactions membranaires, des couples ligand-récepteurs qui ont une faible adhérence. Ce sont notamment le couple sélectine avec le sialyl-Lewil-X qu'on a vu en première année. Le couple sélectine-sialyl-Lewil-X, c'est pas vraiment c'est pas une réaction qui est très forte, qui est irréversible. Là, c'est une réaction qui est très légère, elle s'effectue grâce à des liaisons grâce à des liaisons hydrogènes, donc elles peuvent facilement se défaire. C'est pour ça que ça va permettre le roulement de la cellule autour de la paroi du vaisseau. La deuxième phase, qui est la phase d'adhésion, va nécessiter des ligands récepteurs qui sont plus forts, et là, ça va mettre en jeu les CAM1 avec les intégrines. Juste après la liaison CAM1-intégrine, on aura un phénomène de, entre guillemets, vasodilatation, donc on aura la formation de pores qui vont laisser passer la cellule à travers la membrane cellulaire. Donc ce qu'il faut retenir de cette planche, c'est que la diapédèse leucocytaire est un phénomène qui est actif, qui va permettre la traversée des macrophages et des PNN pour passer des vaisseaux vers le tissu interstitiel ou le milieu interstitiel. Elle va nécessiter la mise en jeu de couples ligand-récepteurs. On aura des liaisons qui sont de faible intensité, c'est le cas de la liaison sélectine-sialyl-Lewil-X dans la phase de roulement, et des liaisons de forte intensité, et c'est le cas des CAM1 et des intégrines dans la phase d'adhésion cellulaire. Donc on a vu la phase vasculo-exsudative qui était la toute première phase de l'inflammation. On va voir la deuxième phase qui est la phase cellulaire. Alors la phase cellulaire, c'est la formation de ce qu'on appelle le tissu de granulation inflammatoire. Le tissu de granulation inflammatoire, c'est un tissu qui n'est pas permanent en fait, qui va juste être formé durant cette inflammation et qui est riche de cellules sanguines, de cellules immunitaires et justement il va permettre ce qu'on a appelé la détertion. La détertion, c'est entre guillemets le nettoyage du foyer inflammatoire. Il existe deux types de détertion. Donc soit la détertion externe. La détertion externe, c'est qu'on a un foyer inflammatoire qui va se nettoyer entre guillemets en sortant vers le milieu extérieur.
Alors ça peut se faire soit spontanément, comme dans le cas d'un abcès qui va fistuliser à la peau, donc qui va créer un canal pour se vider au niveau de la peau. Ça, c'est ce qu'on appelle une fistule. Et ça, c'est une détertion externe spontanée. On peut avoir une détertion externe chirurgicale. Alors dans ce cas-là, on aura un chirurgien qui va venir effectuer une incision de la peau et qui va aspirer le contenu d'un abcès pour éviter d'éventuelles complications. Donc la détertion externe peut être soit spontanée, c'est ce qu'on appelle la fistulisation, la formation d'une fistule, soit chirurgicale, donc par intervention humaine. La détertion interne va se faire grâce à des cellules inflammatoires, des cellules phagocytaires qui vont détruire le tissu granuleux et c'est par phénomène de phagocytose. Donc comme on a dit, le tissu de granulation n'est pas permanent, il va disparaître dès que le site est complètement détergé, donc il va en fait s'autodétruire quand il aura fini d'effectuer son travail. Dernière phase, donc après la phase vasculo-exsudative, après la phase cellulaire, on a la phase de réparation. Il y a 3 conditions pour une bonne réparation tissulaire. Alors premièrement, c'est la détertion. Il faut que tous les éléments étrangers au tissu soient éliminés d'une façon ou d'une autre, soit par une détertion externe, soit par une détertion interne. C'est pour ça que quand on a un abcès qui ne veut pas fistuliser ou qui n'est pas détergé spontanément par des phagocytes, on est obligé de l'inciser et de l'aspirer, sinon on n'aura jamais de réparation tissulaire et on n'aura jamais de restitution à un intégrome du tissu. Deuxième condition, c'est la présence d'un bourgeon inflammatoire qui est obligatoire justement à la détertion. Et la troisième condition, c'est la coaptation. La coaptation, en fait, ça veut dire que lorsque vous avez une plaie, il faut que les berges de la plaie soient suffisamment rapprochées, soit spontanément, soit par des points de suture, pour qu'il puisse y avoir réparation du tissu épithélial. Donc si on n'a pas ces 3 conditions, il est très peu probable que le tissu soit normalement réparé. À l'issue de la phase de réparation, donc on a 2 résultats possibles. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir soit une cicatrice avec des séquelles, c'est-à-dire que la lésion est trop destructrice ou elle est trop étendue, donc on ne peut pas avoir de régénération tissulaire proprement dite. Soit on a une restitution dite ad integrum, donc ad integrum, ça veut dire en fait intégralement. Donc on aura une restitution intégrale du tissu si la lésion est brève, c'est-à-dire limitée dans le temps, ou limité dans l'espace, ou si le tissu est capable de se régénérer. C'est-à-dire par exemple dans l'infarctus du myocarde, lorsqu'on aura une nécrose d'une partie du cœur, même si on a une bonne détertion, même si on a un bon bourgeon inflammatoire, il ne peut pas se régénérer parce que les cellules myocardiques ne sont pas capables de régénération. Mais par exemple, si on a une petite plaie très très superficielle, bien suturée, dans ce cas-là, on aura une très bonne restitution ad integrum du tissu épithélial. Donc ce qu'il faut retenir de cette planche, c'est les 3 conditions pour une bonne réparation tissulaire. C'est la détertion, qu'elle soit spontanée ou qu'elle soit externe ou interne, spontanée ou chirurgicale, la présence d'un bourgeon inflammatoire qui est obligatoire pour la détertion, et une bonne coaptation des berges de la plaie. Alors deuxième chapitre, c'est la réparation et la cicatrisation. Comment va s'effectuer cette réparation? Alors la réparation d'un tissu va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est la réaction inflammatoire qu'on a déjà vu juste avant. La deuxième phase, c'est la formation du bourgeon charnu. Et la troisième phase, c'est la maturation du bourgeon charnu. C'est lui-même qui va cicatriser le tissu. Donc c'est quoi un bourgeon charnu? Le bourgeon charnu, c'est un granulome inflammatoire à ne pas confondre avec le tissu de granulation. Donc là, c'est un granulome inflammatoire qui a un seul but, c'est de combler la perte de substance. Donc imaginons qu'on a une grande plaie bien béante, etc. et qu'on n'a pas pu suturer. On aura apparition d'un tissu qui est rose, qui est gluant, etc., qui est très fibrosé, qui va essayer de remplir ce vide. La nature a horreur du vide, donc il va essayer de remplir ce vide pour remplacer la perte de substance. Ce tissu est composé de 3 couches, de l'extérieur vers l'intérieur. On a une couche superficielle qui est faite d'un exsudat fibrino-leucocytaire. Donc on aura le dépôt de fibrine qui va essayer
de circonscrire le foyer inflammatoire. Dans la couche moyenne, on aura l'apparition de néovaisseaux. Ces néovaisseaux, ce sont en fait des formations vasculaires qui sont très fragiles et qui sont là en fait pour ramener des cellules inflammatoires et des médiateurs de l'inflammation vers le site, vers le bourgeon charnu. Et enfin, une couche profonde qui est faite de fibroblastes et de myofibroblastes. Donc on voit que la formation de ce bourgeon charnu va s'effectuer par étage. On aura d'abord la formation de la couche superficielle, ensuite la formation de la couche moyenne pour entretenir la couche superficielle, et enfin la couche profonde, fibroblastique et myofibroblastique pour protéger en fait le bourgeon charnu. Alors le bourgeon charnu, on a vu, c'était un tissu de granulation, un granulome inflammatoire qui est là pour remplacer la perte de substance. Ce bourgeon charnu peut évoluer vers une cicatrice, et cette cicatrice, c'est un tissu qui est très riche en fibres de collagène et qui va progressivement remplacer le bourgeon charnu. Alors étant donné que c'est riche en fibres de collagène, donc c'est très dur, c'est très peu vascularisé, et il peut subir des modifications pendant plusieurs mois, c'est ce qu'on appelle la maturation. Cette cicatrice peut rester définitivement, ce sont des séquelles de l'inflammation, ou alors elle peut être remplacée par un tissu sain après un certain temps, et c'est ce qu'on voit dans les plaies superficielles de l'épiderme. La régénération épithéliale, donc c'est la restitution du tissu qui va remplacer le tissu de granulation mature, donc la cicatrice. Dans les épithéliums, donc on aura deux types de régénération épithéliale, soit dans les épithéliums proprement dits, soit dans les parenchymes. Dans les épithéliums, elle se fera selon trois modes. On peut avoir une régénération dite hypertrophique, comme dans ce qu'on appelle les cicatrices de type kéloïde. Ce sont de grosses cicatrices qui vont faire saillie sur le membre qui a été lésé. Les cicatrices kéloïdes, vous pouvez les voir sur internet, il y a de très belles vidéos. On peut avoir des cicatrices qui sont atrophiques, donc au contraire, au lieu d'avoir une cicatrice qui fait saillie, on aura plutôt une cicatrice qui va plutôt rentrer dans le tissu. Ou carrément on peut avoir des métaplasies, c'est le cas par exemple dans les brûlures caustiques de l'œsophage, où là on aura remplacement de la muqueuse œsophagienne par une métaplasie gastrique ou intestinale. Dans les phénomènes parenchymateux, alors là, ça va dépendre de la destruction parenchymateuse et de la capacité de régénération du tissu. On a vu tout à l'heure que dans le cadre du myocarde, lorsqu'on a un infarctus, là, on ne pourra plus avoir de régénération épithéliale et ce sera très probablement de la fibrose qui va remplacer cette partie lésée. Mais par exemple, dans certains tissus comme dans le foie, on n'aura pas de fibrose, mais on aura régénération totale du tissu lésé après une fibrose ou un abcès ou peu importe. Donc après avoir vu des généralités sur l'inflammation, donc on a vu le processus inflammatoire proprement dit, on a vu les phénomènes de réparation et de cicatrisation, on va passer à l'inflammation aiguë. Alors c'est quoi l'inflammation aiguë? C'est une inflammation qui aura trois caractéristiques. Elle est immédiate, elle est brève et elle est d'installation brutale. Elle fait suite à une agression et elle présente des caractéristiques particulières, notamment la prédominance des phénomènes vasculo-exsudatifs. Alors il faut savoir que dans les deux types d'inflammations qu'on va voir, c'est-à-dire les inflammations aiguës et les inflammations granulomateuses, ce sont des inflammations qui auront des caractéristiques différentes. C'est-à-dire que dans les inflammations aiguës, on aura prédominance de la phase vasculo-exsudative, tandis que dans les inflammations granulomateuses, comme leur nom l'indique, on aura prédominance plutôt de la phase cellulaire et justement on aura formation d'un tissu de granulation qui sera très important. Donc dans le cadre de l'inflammation aiguë, on a dit que ce sont les phénomènes vasculo-exsudatifs qui vont prédominer. Elle va évoluer en trois phases, comme on a dit, la congestion active, l'œdème inflammatoire et la diapédèse leucocytaire, et son évolution s'effectue soit vers la restitution d'intégrum ou la cicatrisation si la détertion est excellente, soit vers la chronicité, dans ce cas-là, on va passer vers une inflammation granulomateuse. Alors vous voyez qu'ici, dans les inflammations aiguës, c'est en fait juste, disons, une étude plus poussée de la phase vasculo-exsudative du processus inflammatoire.
Maintenant, cette phase vasculo-exsudative du processus inflammatoire peut avoir plusieurs formes. Elle peut avoir plusieurs formes selon l'étiologie notamment, ou alors selon le siège de cette inflammation. Chacune de ces formes, très caractéristique par le nom de cette forme, aura une composante majoritaire. On va voir ça rapidement. Donc dans l'inflammation de type congestive, comme son nom l'indique, la prédominance c'est la congestion active. C'est-à-dire qu'on aura un tissu qui sera rouge, qui sera très chaud, avec peu d'œdème et peu d'exocytose. Donc c'est une inflammation qui est congestive. On voit ça par exemple dans les petites brûlures du premier degré ou dans les chocs mécaniques. Donc comme quand on frappe quelqu'un, on aura une plaque rouge, mais on n'aura pas d'œdème, on n'aura pas de diapédèse leucocytaire, c'est-à-dire qu'on aura juste la congestion. Elle est due à la dilatation des petits vaisseaux et à la turgescence des cellules endothéliales. Donc on voit ça aussi dans les coups de soleil, donc comme j'ai dit, dans les petites brûlures du premier degré, dans les chocs anaphylactiques, quoique on a plus d'œdème que de congestion, et dans les fièvres éruptives et notamment dans la scarlatine. L'évolution d'inflammation congestive s'effectue toujours sans séquelles, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de destruction épithéliale ou parenchymateuse. L'inflammation hémorragique, alors ici il y a une vasodilatation avec un liquide hémorragique qui va passer dans le tissu extracellulaire. On aura une destruction vasculaire ou un déficit plaquettaire. Donc on voit ça par exemple dans les purpura thrombopéniques ou dans les purpuras vasculaires ou même dans les BPCO avec des hémoptysies, voire dans la rectocolite hémorragique. Donc elle est caractérisée par une très grosse vasodilatation des petits vaisseaux avec une diapédèse leucocytaire et érythrocytaire. Donc on aura passage de globules rouges dans le tissu conjonctif. Et c'est caractéristique notamment lorsqu'on va effectuer un examen clinique et lorsqu'on va mettre une plaque de verre, c'est la vitropression, on verra que les taches ne vont pas disparaître à la vitropression, c'est un purpura, c'est un purpura pétéchial, contrairement à la congestion où la vitropression va faire disparaître ces taches. Les inflammations hémorragiques peuvent mettre en jeu le pronostic vital. On a vu ça dans le purpura méningococcique ou dans le RCUH. Non, vous n'avez pas vu ça dans le purpura méningococcique, mais dans le RCUH, par exemple, on aura des hémorragies coliques répétées qui peuvent entraîner des états de choc ou des anémies fériprives, donc qui peuvent entraîner la mort. L'inflammation œdémateuse. L'inflammation œdémateuse, c'est une inflammation qui va réaliser un œdème local dont l'abondance va varier selon l'étiologie et le siège. Donc là, on aura probablement le caractère principal, c'est l'exsudat. Donc c'est vraiment l'œdème inflammatoire. Il y aura un exsudat qui sera pauvre en fibrine, donc ce sera probablement c'est pas un exsudat inflammatoire, mais qui est souvent lié à une vasodilatation extrême ou à une sécrétion mésothéliale, donc par le péritoine, par la plèvre ou par le péricarde. On peut retrouver ça au sein de l'interstitium, c'est le cas le plus classique, c'est l'œdème de Quincke. Donc lorsqu'on a une vasodilatation extrême par l'histamine, lors d'une hypersensibilité de type 1, vous allez avoir passage passif de plasma et de liquide dans le tissu interstitiel, dans tous les tissus mous de l'organisme, et on aura un œdème généralisé qui peut se compliquer par un œdème laryngé. C'est ce qu'on appelle l'œdème de Quincke de l'hypersensibilité de type 1. On peut également retrouver ça dans les cavités, c'est le cas des pleurésies exsudatives, c'est le cas des acides exsudatifs, c'est le cas de l'œdème aigu pulmonaire. Tout ça, c'est lié à une augmentation de la perméabilité vasculaire. En général, ce genre d'inflammation œdémateuse vont être spontanément résolutives, parfois graves ou mortelles. C'est le cas des OAP qui ne sont pas correctement traités par des diurétiques. C'est le cas des péricardites inflammatoires de très grande abondance. Donc là, ça va dépendre du siège et de la cause. Les inflammations fibrineuses, comme on a dit la dernière fois, quand on lit fibrine ou fibrinoïde, on doit penser inflammation, on doit penser anticorps.
Donc là, l'inflammation, elle est liée à des lésions épithéliales qui sont très graves et qui vont laisser passer du fibrinogène, et ce fibrinogène va précipiter en fibrine. En macroscopie, on va voir des filaments qui sont blanchâtres, adhérents, épais. Et en microscopie, on va voir de la fibrine coagulée qui va contenir des leucocytes et un gros tissu de granulation. L'inflammation fibrineuse est très rarement retrouvée, ça dépendra des étiologies qui sont spécifiques à l'inflammation fibrineuse, notamment la diphtérie. Alors la diphtérie, c'est une sorte d'angine, qui est caractérisée en fait par le dépôt d'un enduit blanchâtre, sur les amygdales, et cet enduit blanchâtre peut même converger pour venir complètement fermer l'orifice laryngé, donc la glotte, et ça peut entraîner ce qu'on appelle le croup laryngé, qui est une perte de la capacité respiratoire liée à ce dépôt de fibrine. On a également les péricardites fibrinoïdes, c'est le cas des péricardites virales ou des péricardites tuberculeuses, et on aura la présence de ce qu'on appelle des adhérences péricardiques, et vous avez vu ça notamment en sémiologie dans les péricardites chroniques, des péricardites chroniques qui sont adhésives, et parfois dans certaines pneumonies franches lobaires aiguës liées au streptocoque. L'évolution se fait soit par la liste complète avec une détertion sans séquelles, soit par la formation de brides si la détertion est incomplète. Donc les brides, ce sont des adhérences. On peut retrouver ces adhérences surtout dans le cadre des tuberculoses, voire une fibrose dans le poumon. C'est le cas des PFLA qui ont été très maltraités, qui ont évolué vers la fibrose. L'inflammation purulente, alors dans ce cas-là, c'est la diapédèse leucocytaire qui va prédominer, et on aura le dépôt classique de ce qu'on appelle des PNN dits altérés. Les PNN, c'est des polynucléaires neutrophiles, qui sont altérés, c'est-à-dire qui sont détruits, et c'est eux qui vont former le PU, d'où l'appellation, donc inflammation purulente. La couleur, l'odeur, etc. vont en fait dépendre du germe qui est en cause de cette inflammation purulente. Alors on a du pus qui sera vert dans les inflammations streptococciques, qui sera plutôt jaune dans les inflammations staphylococciques, qui sera nauséabond dans les inflammations liées au germe anaérobie. Donc vraiment ça va dépendre de votre étiologie. Donc les exemples, on va les voir dans la planche d'après, et l'évolution en fait va dépendre de la forme clinique. Donc, quelles sont les formes cliniques des inflammations purulentes? Alors, on en a 4. On a d'abord la pustule. La pustule, vous avez probablement vu ça, non, vous allez voir ça en sémiologie dermatologique. Donc, la pustule, en fait, c'est l'accumulation de pus au sein de l'épiderme. Donc, c'est vraiment une cavité qui va se former dans l'épiderme et qui est remplie de pus. On voit ça dans les boutons d'acné qui sont surinfectés. Deuxième forme clinique, c'est l'abcès. Alors l'abcès, c'est une suppuration dans une cavité néoformée, c'est-à-dire que vous avez un organe, donc là par exemple on a un foie, et dans ce foie va se former une cavité à parois très épaisses et qui va se remplir de pus. Ça, c'est ce qu'on appelle un abcès. L'abcès s'effectue en 2 phases. D'abord la phase de limitation, c'est-à-dire la phase de formation de l'abcès, et la deuxième phase, c'est la phase de détertion, qui peut-être, on a dit, soit externe, donc par fistulisation à la peau, soit interne par détertion phagocytaire. On a 3 couches dans un abcès. Donc il est formé de la première couche, c'est le pus proprement dit, c'est la membrane pyogène. La membrane pyogène qui sera responsable de la sécrétion du pus dans la cavité. La deuxième couche, c'est le tissu de granulation, donc c'est un tissu inflammatoire, comme vous le connaissez. Et la troisième couche, c'est la fibrose, donc c'est la coque qui va maintenir en fait cette cavité, qui va maintenir l'abcès en place. L'ampième, c'est une suppuration, contrairement à l'abcès, qui se fait dans une cavité qui est préformée. Alors par exemple, comme cavité préformée, on peut citer la plèvre qui est une cavité entre guillemets virtuelle préformée. Si on a l'accumulation de pus par une infection pulmonaire ou peu importe, là on va avoir ce qu'on appelle un empyème pleural. Elle peut s'effectuer soit par une détertion complète, c'est cicatrice puis fibrose, soit par une détertion incomplète qui va se faire donc par voie externe, par fistulisation ou par enquistement.
On a vu la plupart du temps des empièmes pleuraux qui vont s'enkyster, qui vont rester comme ça, enquistés, de façon permanente, à vie. Les phlegmons, alors les phlegmons c'est un cas particulier d'empième et ce sont des suppurations qui vont s'étendre le long des aponevroses musculaires ou des gaines tendineuses. Par exemple, on voit ça dans ce qu'on appelle c'est l'évolution naturelle de certaines pathologies, notamment ce qu'on appelle le panaris du doigt. Alors le panaris, c'est une inflammation, c'est une infection staphylococcique des doigts. Et cette infection staphylococcique, lorsqu'elle est maltraitée ou lorsqu'on n'effectue pas une bonne désinfection, elle peut petit à petit s'enfoncer vers les tendons des muscles extenseurs et ça peut entraîner un syndrome d'éloge ou ça peut entraîner des phlegmons autour des gaines aponevrotiques des extenseurs des doigts. Dans ce cas-là, la détertion est souvent impossible et on se retrouve avec des nécroses qui sont très graves, des muscles, des aponevroses, jusqu'à évoluer vers le syndrome de Volkmann s'il s'agit justement d'un panaris des doigts. Donc, les formes cliniques qu'on a vues, c'est la pustule, l'accumulation de pus dans l'épiderme. L'abcès, c'est une suppuration dans une cavité néoformée, c'est-à-dire qui n'existait pas auparavant, et ça se fait au sein d'un parenchyme. On n'oublie pas les couches de cet abcès, donc on a le pus, la membrane pyogène et la fibrose. L'empième, c'est la suppuration dans une cavité préformée, préexistante. Et enfin, le phlegmon, c'est une suppuration le long des aponevroses musculaires ou des gaines tendineuses. L'inflammation thrombosante, alors là, ce sont des caillots qui vont obstruer des veines ou des artères qui sont proches d'un foyer inflammatoire. On retrouve ça surtout dans les infections, dans les sepsis ou dans les inflammations qui sont généralisées, comme dans les vascularites. Alors on a souvent un caillot de type fibrinocruorique, voire des emboles de tout type, des embolies graisseuses, des embolies gazeuses, des embolies septiques, avec une lésion directe de la paroi vasculaire. Donc on aura déjà un lit vasculaire qui sera prédisposé à accueillir un caillot. L'évolution va dépendre de la précocité de la détertion et de la durée de l'ischémie. Donc si le caillot est retiré rapidement, alors là, on va éviter des nécroses qui seront étendues et irréversibles, mais si la durée de l'ischémie va dépasser les 6 heures, alors dans ce cas-là, on va probablement évoluer vers une nécrose qui sera irréversible, avec une perte totale de la fonction de l'organe. Dernier type d'inflammation, c'est l'inflammation gangréneuse. Alors là, c'est la nécrose tissulaire qui peut être soit d'origine ischémique, gazeuse ou infectieuse. On voit ça dans les avortements qui sont criminels, dans les interruptions volontaires de grossesse, où on aura des lésions des artères utérines qui vont entraîner donc une nécrose gangréneuse de l'utérus. Dans les fractures, alors certaines fractures comme les fractures du col du fémur peuvent couper en fait des vaisseaux. Dans le cadre de la fracture du col du fémur, ça peut couper l'artère circonflexe postérieure et entraîner une nécrose qu'on appelle la nécrose de la tête fémorale. On voit ça dans les artérites oblitérantes des membres inférieurs, vous avez vu ça en sémiologie. On a un caillot ou une plaque d'athérome au sein d'une artère qui va grandir petit à petit jusqu'à obstruer cette artère. Et donc tout ce qui est en aval de l'obstruction va suivre l'évolution classique de l'AOMI en 4 stades jusqu'au stade 4 qui est la gangrène. L'évolution est très mauvaise, elle va nécessiter toujours une intervention chirurgicale, donc soit pour enlever le tissu nécrosé, le tissu délabré, voire effectuer une amputation pour éviter la propagation de l'infection vers le reste du corps. Voici quelques exemples d'inflammation. Donc là, on a un œdème. On voit ici qu'on a carrément l'épiderme avec le derme qui sont complètement dissociés l'un de l'autre et tout ce qui est blanc ici, c'est un œdème. Là, on a une inflammation de type hémorragique, c'est une RCUH, c'est une rectocolite ulcéro-hémorragique. Là, on a une congestion, une inflammation congestive. Ici, vous voyez qu'on a les différents types d'inflammation purulente. Vous avez ici du pus dans une cavité néoformée, c'est un abcès.
On a ici du pus dans une cavité préformée, c'est un ampième. Et là, on n'aura pas de collection, mais on a du pus qui est en train d'entourer un organe, donc dans une aponévrose d'un organe ou dans une capsule d'un organe. Et là, c'est un phlegmon. Là, c'est un ampième. Hein. C'est un ampième dans une cavité néoformée, dans une cavité préformée. Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs types d'ampièmes qui sont vus en pratique courante. On a les ampièmes, en gros, trois types d'ampièmes qui sont vus en pratique courante. On a les ampièmes de la vésicule biliaire. On parle de pyocholécystes. Cholécyste pour vésicule biliaire, pio pour pus. Donc le pyocholécyste est un ampième de la vésicule biliaire. On a aussi les ampièmes de la trompe de Fallope. Et là, on va parler de pyosalpinx. Donc de pyosalpinx. Et enfin, on peut parler également des ampièmes de la plèvre. Et là, on parlera directement d'ampième pleural ou de pyothorax. Ici, on a carrément une gangrène des orteils et du membre inférieur qui va nécessiter probablement une détertion. Là, on a une inflammation qui est de type fibrinoïde avec un dépôt de fibrine. On va passer au quatrième chapitre, c'est ça, c'est les inflammations chroniques granulomateuses. Alors, on a vu les inflammations aiguës qui sont caractérisées par l'abondance de la phase vasculo-exsudative. Dans l'inflammation chronique granulomateuse, on aura plutôt l'abondance de la phase cellulaire. Donc ici, c'est une inflammation de type chronique qui va désigner un processus inflammatoire qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, sans tendance à la résolution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une restitution ou une cicatrisation pour n'importe quelle origine. Le granulome va se désigner au sens large le tissu de granulation qui va être retrouvé dans la phase de réparation inflammatoire, mais au sens des inflammations chroniques, quand on parle de granulome, on va parler du granulome épithélioïde qui est lié à la persistance de l'agent pathogène sans tendance à la résolution. Donc en fait, finalement, l'inflammation granulomateuse, c'est soit une inflammation qui aura une prédominance de phase cellulaire, soit une inflammation aiguë qui n'a pas réussi à se résoudre, qui n'a pas réussi à se déterger, donc on n'a pas pu avoir de restitution et on n'a pas pu avoir de cicatrisation. Lorsqu'on a une persistance de l'agent pathogène, par exemple on a un corps étranger qui n'a pas été retiré, on a un germe qui n'a pas pu être combattu, alors là on aura formation de ce qu'on appelle un granulome épithélioïde autour de cet agent pathogène et ça va entraîner cette inflammation granulomateuse qui est chronique et qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années jusqu'à ce qu'on ait pu détruire cet agent pathogène. Donc on a trois mécanismes principaux qui sont en cause d'une inflammation granulomateuse, soit une phagocytose qui est impossible, c'est-à-dire que notre système inflammatoire n'a pas pu détruire l'agent pathogène. Et dans ce cas-là, c'est le cas des corps étrangers, c'est le cas de la tuberculose, le BK ne peut pas être phagocyté. C'est le cas des processus inflammatoires qui sont insuffisants dans les lymphomes ou dans les maladies auto-immunes. Par exemple, on a une consommation de tout ce qui est immunoglobuline, tout ce qui est lymphocyte CD4. Donc notre réponse inflammatoire est insuffisante pour combattre. Soit un mélange des deux, c'est dans la tuberculose ou dans la brucellose par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on peut deviner un petit peu l'origine de ce tissu inflammatoire? Alors là, on va devoir regarder l'organisation de ce granulome. Alors comment est-ce que ce granulome est fabriqué? Quelles sont les cellules qu'il contient? Quelles sont les couches qu'il va contenir? Comment est sa description microscopique? C'est ça qui va nous permettre de voir ou de déterminer l'étiologie de cette inflammation granulomateuse. Après, on a certains granulomes qui sont non spécifiques. Ils sont tous riches en lymphocytes, en plasmocytes, en histiocytes et en sclérose. Et donc, ils sont liés à la chronicité d'un processus inflammatoire de base. Donc, c'est-à-dire qu'on a une inflammation aiguë qui est passée à la chronicité. Ça va nous donner un granulome de type non spécifique qu'on ne peut pas reconnaître. Puis, on a des granulomes spécifiques qu'on peut reconnaître soit par l'agencement cellulaire et par les types cellulaires qu'il contient,
soit par la présence de l'agent causal qu'on peut voir directement en microscopie. Lorsque vous faites une coloration de type Diel-Nielsen et que vous allez voir du BK, là vous pouvez dire que c'est un granulome inflammatoire spécifique à la tuberculose. Et par exemple, si vous voyez la présence de cellules de Muller, là vous êtes sûr qu'il s'agit d'un granulome à corps étranger. Là, on va voir le granulome épithélioïde proprement dit. Donc c'est vraiment le granulome spécifique par excellence qu'on va retrouver dans tout type de tissu, dans tout type d'inflammation granulomateuse. Donc c'est un granulome spécifique lié à une réaction d'hypersensibilité retardée, donc une hypersensibilité de type 4, avec participation lymphocytaire. La participation lymphocytaire par les CD4+, ou les CD8+, est obligatoire. On a plusieurs causes à la formation de ce granulome dit épithélio-gigantocellulaire. On va dire le pourquoi de cette dénomination. Donc plusieurs causes, on a l'infection bactérienne, notamment par la tuberculose. Donc le BK est le premier pourvoyeur d'inflammation granulomateuse. On a soit une cause liée à un mécanisme inconnu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui a causé ça. C'est le cas de la sarcoïdose, qui est une maladie inflammatoire chronique, et c'est ce qui pose justement le diagnostic différentiel avec la tuberculose. Elle peut être liée à un corps étranger ou à une maladie auto-immune. Donc les granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires de cause bactérienne, on en a beaucoup. On a dit que le chef de file c'est la tuberculose, notamment en Algérie, qui est un pays endémique de la tuberculose. On a la lèpre, qui est également une mycobactérie, tout comme la tuberculose. On a la syphilis, la brucellose, la tularemie, la maladie de Nicolas Favre, les rickétsioses et les mycobactérioses atypiques. Donc tout ça, ce sont des maladies infectieuses que vous allez voir l'an prochain et qui peuvent entraîner des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires. On va revenir un petit peu sur la dénomination de granulome épithélio-gigantocellulaire. Alors ça veut dire quoi? On a dit que le tissu de granulation, c'était un tissu qui est formé de plusieurs cellules inflammatoires. Alors, le granulome épithélio-gigantocellulaire, il est formé en fait d'un cœur fait de ce qu'on appelle des cellules géantes. Alors les cellules géantes, ce sont des macrophages qui ont fusionné entre eux, qui ont plusieurs noyaux qu'on peut voir ici. Donc c'est vraiment un syncytium cellulaire. Donc on a gigantocellulaire, qui sont entourées par ce qu'on appelle des cellules épithélioïdes. Alors pourquoi épithélioïdes? C'est parce qu'elles sont aplaties, elles ressemblent à des cellules épithéliales, avec une couronne lymphocytaire tout autour de ces cellules épithélioïdes, et on aura parfois des fibroblastes, des fibres de collagène qui vont circonscrire ce granulome. Donc la dénomination épithélio-gigantocellulaire, ça veut juste dire qu'il y a des cellules géantes et des cellules épithélioïdes qui vont former ce granulome. Donc on va revenir à la tuberculose. Donc dans la tuberculose, c'est l'exemple type de l'infection granulomateuse. Si vous devez en retenir qu'une, retenez la tuberculose. Les caractéristiques, c'est qu'il y a formation d'un granulome épithélioïde et gigantocellulaire à la phase cellulaire et apparition d'une nécrose caséeuse au centre de ce granulome. La nécrose caséeuse est un signe pathognomonique de la tuberculose. Pathognomonique certes, mais pas très sensible. C'est-à-dire qu'en gros, pas très spécifique, pardon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la tuberculose qui va donner une nécrose caséeuse. Toutes les mycobactéries, notamment les mycobactérioses atypiques, peuvent donner une nécrose caséeuse. L'agent pathogène, c'est Mycobacterium tuberculosis, dit bacille de Koch, qui est de développement intracellulaire, qui ne prend pas la coloration de Gram, qui est coloré par la réaction de Diel-Nielsen à cause de sa paroi particulière qui est riche en acide mycolique et qui est cultivé sur milieu de Lowenstein-Jensen. Alors vous devez retenir au moins ces caractéristiques de la tuberculose, c'est-à-dire le fait qu'il s'agisse d'une bactérie qui est de développement intracellulaire, le fait que la coloration c'est le Diel-Nielsen et non pas la coloration de Gram, et la culture s'effectue sur Lowenstein-Jensen. Le siège de la tuberculose peut être soit pulmonaire, soit extra-pulmonaire. Cliniquement, vous connaissez les signes d'imprégnation tuberculinique, c'est ce qu'on appelle la primo-infection tuberculeuse.
C'est la fièvre, l'altération de l'état général, les sueurs nocturnes, ou les signes carrément de tuberculose pulmonaire commune, donc la toux, l'hémoptysie, les expectorations, etc. En radiologie, on va retrouver ce qu'on appelle la caverne tuberculeuse, c'est le plus fréquent, hein, c'est dans le parenchyme pulmonaire. On retrouve une cavité creusée, surtout au niveau du sommet, donc c'est la caverne tuberculeuse que tout le monde connaît, soit carrément une miliaire tuberculeuse lorsqu'on a un sepsis, c'est-à-dire une septicémie ou une bactériémie à Mycobacterium tuberculosis, et là on va voir des nodules qui sont disséminés un peu partout dans l'organisme, et notamment au niveau pulmonaire. Le traitement de la tuberculose, c'est le classique 2-RHD2 4RH, donc rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol pendant 2 mois, puis 4 mois de rifampicine et d'isoniazide. Là, vous verrez ça en bactériologie et en pharmacologie. Donc le granulome tuberculeux, c'est le granulome épithélioïde, et gigantocellulaire. Donc comment est-ce qu'on le reconnaît? Alors au centre de ce granulome tuberculeux, on a ce qu'on appelle la nécrose caséeuse. Alors, la nécrose caséeuse, c'est une substance qui est caractéristique, qui est amorphe, qui n'a pas donc de forme particulière, qui est aniste, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de cellules, qui est éosinophile, donc elle est colorée en rose par l'HES, et elle est craquelée, donc elle n'est pas très homogène. Cette nécrose caséeuse donc, sera entourée par les cellules géantes qu'on a vues tout à l'heure, avec plusieurs noyaux. Ces cellules géantes vont être entourées elles-mêmes par les cellules épithélioïdes, qui sont des histiocytes allongés, dites en semelles de chaussures. Et autour de ces cellules épithélioïdes, on aura une couronne lymphocytaire, puis des fibroblastes et des fibres de collagène. Donc vous voyez que la formation ou la structure d'un granulome est presque toujours la même. On aura certaines différences selon l'étiologie. C'est le cas du granulome tuberculeux où on aura un granulome qui est centré par de la nécrose caséeuse. Là, on a un exemple typique de granulome tuberculeux. On a un tissu qui est centré par une nécrose caséeuse. Comme on a dit, elle est amorphe, donc elle n'a pas de forme particulière. Elle est anis, donc elle ne contient pas de cellules et elle est craquelée. Vous voyez les petites craquelures en blanc. Tout cela est entouré par des cellules géantes. On les voit ici, elles sont polynucléées, elles sont énormes. On a des cellules épithélioïdes qui sont là, elles sont allongées en semelles de chaussures. Si on effectue un petit agrandissement, on pourra mieux les voir. Là, ce que vous voyez très basophile en bleu, c'est la couronne lymphocytaire. Et puis autour, on ne peut pas vraiment les voir ici parce qu'on n'a pas la coloration pour les fibres. C'est les fibroblastes et les fibres de collagène. Alors tout ça, c'est le granulome. C'est le granulome tuberculeux classique, typique, reconnu par les anapathes. Comment va évoluer l'infection à Mycobacterium tuberculosis? Finalement, elle va évoluer comme n'importe quelle infection, avec une phase vasculo-exsudative, une phase cellulaire et une phase cicatricielle. Mais en fait, l'évolution va dépendre selon la présence ou pas d'une nécrose caséeuse au centre et la présence ou pas d'une liquéfaction, c'est-à-dire d'une détertion de cette nécrose. Alors dans la phase exsudative, on peut avoir une lésion exsudative simple, c'est-à-dire en gros on aura l'apparition de cellules au sein de petites cellules inflammatoires générales, l'inflammation non spécifique au sein du tissu infecté. Ces cellules, des macrophages, vont essayer de phagocyter les BK. Quand ils vont phagocyter les BK, parfois ils vont échouer et ça va entraîner la formation d'une nécrose caséeuse. En entraînant cette nécrose caséeuse, on peut avoir une détertion de cette nécrose par fistulisation au niveau d'une bronche ou au niveau de la peau. Et là, on aura ce qu'on appelle la caverne à paroi exsudative, c'est-à-dire que c'est une paroi qui est strictement elle est faite de tissu conjonctif. Il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de fibrose ou peu importe. Donc selon l'évolution vers la liquéfaction, on aura la lésion exsudative, la lésion caséo-exsudative, c'est-à-dire qu'on a de la nécrose caséeuse avec un tissu conjonctif, voire une caverne à paroi exsudative, donc c'est uniquement de l'inflammation et au centre c'est du vide. Si on passe à la phase cellulaire, on aura formation d'un tissu de granulation tout autour de la lésion.
Euh, Au centre de ce follicule, donc au centre de ce granulome ou de ce follicule, on peut avoir formation de, euh, de nécrose caséeuse. Mais on ne peut pas avoir une évolution dans ce sens. L'évolution va obligatoirement se faire de la lésion caséo-exsudative vers la lésion caséo-folliculaire. Si on arrive à la phase cicatricielle, là on aura un follicule fibreux sans nécrose caséeuse en son centre et on voit ça dans les lésions plutôt de tuberculose extra-pulmonaire. Si on évolue de la lésion caséofolliculaire vers la lésion caséofibreuse, on aura la classique lésion caséofibreuse, c'est-à-dire un caséum qui n'a pas pu être détergé, qui va rester au centre d'une caverne. Donc une caverne remplie de caséum. La plupart du temps, c'est plutôt ça qui se passe. Donc en gros, on aura plutôt, c'est ça qui se passe. Ça se passe dans ce sens-là. On aura, ça se passe dans ce sens-là. On aura une lésion exsudative qui va évoluer vers la lésion caséo-exsudative. Puis on aura formation d'un follicule autour de cette lésion caséo-exsudative qui va se liquéfier. Donc le caséum va sortir. Puis on aura formation de fibrose autour de la caverne caséofolliculaire et on aura une caverne de type fibreuse, c'est la fameuse caverne tuberculeuse. Donc vous, ce que vous devez retenir ici, c'est que finalement, on ne peut pas évoluer de tout vers tout. Si on arrive à une phase de follicule simple, on ne pourra jamais arriver à la nécrose caséeuse. Donc finalement, la nécrose caséeuse doit obligatoirement arriver dans la première phase, dans la phase exsudative. Évidemment, parce que dans la phase cellulaire, il n'y a plus d'inflammation aiguë, donc il ne peut plus y avoir d'inflammation nécrotique. Enfin, la finalité de l'inflammation tuberculeuse, étant donné qu'elle est chronique, c'est toujours la fibrose, mais cette fibrose peut être soit dans le cadre d'un follicule fibreux, soit dans le cadre d'une lésion caséofibreuse, si on a du caséum, donc de la nécrose caséeuse, soit carrément une caverne tuberculeuse ou une caverne fibreuse, si on a eu détertion de cette nécrose. Donc on peut avoir plusieurs aspects macroscopiques de cette inflammation tuberculeuse. On peut avoir des miliaires, ce sont des micronodules. On peut avoir des tubercules, donc ce sont des nodules de taille moyenne. Et on peut avoir des tuberculomes qui sont de grosses tumeurs ou des formations pseudotumorales de très très grande taille qu'on peut voir même dans des radiographies standards. On peut avoir des lésions infiltrantes, étendues et non systématisées qui sont riches en caséum. Ça, c'est plutôt dans les tuberculoses extrapulmonaires, dans les péricardites tuberculeuses, etc. Voire des lésions secondaires au ramollissement du caséum, soit des abcès, mais le plus souvent, il s'agira de fistulisation, comme dans le cadre des ganglions, enfin des adénopathies tuberculeuses qui vont le plus souvent fistuliser à la peau, surtout les adénopathies cervicales. Concernant la lèpre, alors la lèpre dont l'agent pathogène c'est Mycobacterium leprae ou bacille de Hansen, de tropisme nerveux et cutané, on a trois formes de lèpre. On a la lèpre lépromateuse qui est caractérisée par la présence d'histiocytes vacuolaires. Donc là, on n'a pas de nécrose caséeuse, on aura un granulome épithélioïde et gigantocellulaire sans nécrose caséeuse. Donc vous aurez ici toujours vos cellules géantes qui sont au centre de ce granulome et qui seront entourées par les cellules épithélioïdes qui, comme on l'a dit, ce sont des histiocytes allongés. Mais dans le cadre de la lèpre, ces histiocytes vont contenir des vacuoles qui vont même parfois déplacer le noyau de ces histiocytes vers la périphérie. Donc ces histiocytes vacuolaires, dites cellules de Virchow, sont caractéristiques de la lèpre et qui vont s'organiser, ces granulomes vont s'organiser en lépromes qui vont renfermer de nombreux bacilles. On a la forme tuberculoïde avec des granulomes épithélioïdes sans nécrose caséeuse, donc typique, sans cellules de Virchow, voire une lèpre indéterminée avec une association de lèpre lépromateuse et de lèpre tuberculoïde. Alors on voit ici des lépromes, voilà, on a des histiocytes vacuolaires qui sont en train de renfermer plusieurs, tout ça ce qui est en rose, ce sont des bacilles de Hansen. Un exemple de granulome épithélioïde et gigantocellulaire de cause inconnue, deux exemples en fait, on a la sarcoïdose et la maladie de Crohn.
Alors la sarcoïdose, dite maladie de Besnier-Buck-Schaumann ou BBS, c'est une maladie inflammatoire systémique, c'est-à-dire en gros on a une inflammation qui peut toucher n'importe quel tissu de l'organisme, mais qui touche le plus fréquemment soit le poumon, soit le médiastin. Donc on parle de sarcoïdose médiastino-pulmonaire. L'étiologie, elle est inconnue, mais il y a plusieurs facteurs favorisants, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, des infections virales. On aura la formation de granulomes épithéloïdes et gigantocellulaires sans nécrose caséeuse de même âge, c'est-à-dire qu'ils sont tous apparus en même temps. Et à l'intérieur de ces granulomes, on aura la présence de ce qu'on appelle des corps astéroïdes, donc qui ressemblent à des étoiles, ou comme on appelle les corps de Schaumann, dans les cellules géantes. La sarcoïdose évolue le plus souvent vers la fibrose. On a soit de la fibrose pulmonaire, le plus souvent, soit de la fibrose ganglionnaire. Ce qu'il faut retenir de la sarcoïdose, c'est que le granulome épithéloïde ne contient pas de nécrose caséeuse et que ce sont des lésions de même âge avec présence de corps astéroïdes. Alors pourquoi c'est important tout ça? C'est parce que dans l'examen, vous aurez des descriptions d'un tissu et on va essayer de vous orienter vers l'étiologie et vous devez la reconnaître selon les caractéristiques de chaque maladie. Donc on a vu que dans la tuberculose, c'était la nécrose caséeuse. On a vu que dans la lèpre, c'était les cellules de Virchow, les lépromes, etc. Là, dans la sarcoïdose, c'est le granulome épithéloïde et gigantocellulaire de même âge et avec présence donc de corps astéroïdes ou de corps de Schaumann. Dans la maladie de Crohn, alors c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui peut toucher tout le tube digestif, donc de la bouche vers l'anus. Il s'agira de lésions focales avec des intervalles de muqueuse saine. Donc on aura un aspect qui est pavé de l'intestin. Donc on aura là un granulome, là de la muqueuse saine, à côté un granulome, de la muqueuse saine, etc. Là vous voyez un granulome typique, un granulome sarcoïdosique ici. On a des cellules géantes qui sont au centre, plurinucléées, ici, ici et ici, qui sont entourées parfois de cellules épithélioïdes, on les voit, il y en a certains. Là, on a des cellules épithélioïdes. Les cellules qui sont très basophiles de petite taille, c'est les lymphocytes CD4. Et on a une coque ici, fibreuse, tout autour du granulome. Ça, c'est un aspect classique en pavé de la maladie de Crohn. Comme on voit, ça laisse des espaces de muqueuse saine. Ici, c'est de la muqueuse saine. Là, c'est de la muqueuse qui est atteinte. La paroi est toujours très épaissie, donc on ne peut plus manipuler l'intestin comme chez une personne normale, et ça c'est ce qu'on appelle l'aspect en tuyau d'arrosage. Les granulomes à corps étranger, là c'est un granulome épithélioïde et gigantocellulaire sans nécrose caséeuse, caractérisé par ce qu'on appelle des cellules de Müller. Ce sont des cellules géantes en fait qui n'ont pas de disposition particulière. Donc ils sont en fait disposés de façon anarchique, contrairement à celles de la tuberculose qui ont souvent une disposition dite en fer à cheval. Les corps étrangers peuvent être soit de type exogène, donc soit les fils de suture, du talc, des débris chirurgicaux, de la silice, soit endogènes, donc les poils, les cristaux, etc. Les granulomes avec foyer central de nécrose fibrinoïde, alors comme on dit toujours, quand on dit fibrinoïde, pardon, on pense origine auto-immune. Alors on a deux grands exemples qu'on cite le plus souvent, c'est le nodule rhumatoïde qu'on retrouve dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors petit rappel sur la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire des articulations qui est caractérisée par la présence d'anticorps anti-CCP qui vont venir détruire la membrane synoviale. Alors à ce niveau, à cause de justement cette destruction de la membrane synoviale et ce dépôt de complexes humains au niveau articulaire et surtout sur les phases d'extension des articulations, ce dépôt de complexes humains va entraîner l'apparition d'un granulome épithélioïde et gigantocellulaire. Sauf que ce dernier ne sera pas centré par de la nécrose caséeuse comme dans la tuberculose, mais par de la nécrose fibrinoïde parce qu'on a des complexes humains. Alors dans ce cas-là, le granulome aura une disposition particulière, donc on aura de la nécrose fibrinoïde au centre, entourée toujours par des cellules géantes, donc on dit
granulomes épithéliaux gigantocellulaires. Mais là, la couronne histiocytaire, elle n'est plus vraiment de disposition horizontale, disons, mais elle est de disposition plutôt verticale, palissadique, comme une couronne, un petit peu en rayon de soleil. Donc on aura une disposition palissadique des cellules histiocytaires ou des cellules épithéliales qui sont palissadiques en rayon de soleil. Dans la maladie de Horton, c'est la même chose. Donc la maladie de Horton, c'est une vascularite des gros vaisseaux qui entraîne donc une inflammation de l'artère temporale. La nécrose est toujours fibrinoïde, entourée de cellules géantes plurinucléées et destruction de la limitante élastique interne de l'artère temporale. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'il faut retenir. Il n'y a pas vraiment de secret. Donc là, pour le nodule rhumatoïde, retenez la couronne histiocytaire à disposition palissadique. Pour la maladie de Horton, retenez la destruction de la limitante élastique interne de l'artère temporale. C'est une maladie qui touche le sujet âgé, notamment, surtout les hommes après 50 ans. Donc si vous voyez dans le cas clinique, prélèvement effectué chez un sujet âgé qui se plaint de cécité, etc., pensez à une maladie de Horton. Le granulome d'origine auto-immune est toujours centré par de la nécrose fibrinoïde. On va finir par les inflammations spécifiques. Alors là, on va parler des infections virales, parasitaires et mycosiques. On va donner uniquement les spécificités qui sont caractéristiques de chaque infection, qui va vous permettre en fait de reconnaître l'étiologie en lisant un cas clinique. Alors les infections virales, les virus, c'est des micro-organismes intracellulaires obligatoires qui peuvent contenir un seul type d'acide nucléique, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Ils n'ont pas d'enzymes, pas de réserve énergétique, c'est-à-dire qu'ils sont obligatoirement dépendants de la cellule hôte et qui vont se répliquer grâce au matériel enzymatique de l'hôte. Les infections virales vont suivre une mécanique particulière. Donc d'abord, on aura la phase d'adhésion du virus à son récepteur, ensuite la décapsidation qui va libérer l'acide nucléique. L'acide nucléique qui va ensuite soit s'intégrer à celui de l'hôte, soit se répliquer directement s'il s'agit d'un ARN. On aura synthèse des protéines virales avec assemblage de nouveaux virions. Ces virions qui seront finalement qui vont ressortir de la cellule soit par lyse cellulaire, c'est ce qu'on appelle les virus de type lytique, soit par bourgeonnement, c'est les virus de type lysogénique. Donc les infections virales peuvent entraîner soit des lésions directes, soit des lésions indirectes. Quand on parle de lésions directes qui sont liées à un virus, on va parler de ce qu'on appelle l'effet cytopathogène. Donc l'effet cytopathogène, c'est une lésion cellulaire. Donc on a fait ensemble le cours sur les lésions cellulaires et les lésions tissulaires. Donc c'est une lésion cellulaire qui est directement liée à un virus. C'est ça un effet cytopathogène. On a trois types d'effets cytopathogènes. On a soit la fusion membranaire. La fusion membranaire, c'est-à-dire ce sont des virus qui vont fusionner avec une membrane cellulaire particulière ou alors la fusion de plusieurs cellules à cause d'un virus. Alors la fusion membranaire se voit surtout dans le virus de l'immunodéficience humaine, donc le VIH. On sait que le GP41 se fixe au niveau du CD4 pour fusionner avec les LTE. La rougeole va entraîner la fusion de plusieurs macrophages, ça va entraîner la cellule géante de Werthin-Finken-Lee, qui est caractéristique en microscopie, mais vous devez juste retenir le nom. Deuxième type, c'est les corps d'inclusion. Alors les corps d'inclusion, en fait, c'est du matériel viral qui va s'accumuler dans la cellule et qui ne pourra pas être détergé. On voit ça notamment dans l'herpès, dans le virus de la rage, qui va entraîner des inclusions intraneuronales, ou dans la maladie des inclusions cytoplasmiques, qui est liée au cytomégalovirus, et qui va donner soit des inclusions cytoplasmiques, soit des inclusions nucléaires. Alors je dis soit parce que les différentes sources que j'ai vues ne sont pas très d'accord. Il y a des examens où le corrigé-type disait cytoplasmique, d'autres où il disait nucléaire. Donc il vaudrait mieux suivre ce que dit le diapo de cette année. Enfin, la lyse cellulaire, alors là, c'est dans les infections virales de type lytique où la cellule sera complètement détruite pour favoriser la propagation virale par destruction cellulaire.
Les lésions indirectes, ce sont des lésions qui sont liées à la réaction immunitaire contre ce virus, allant de la simple congestion, comme dans les infections virales des voies respiratoires, donc les grippes, les rhumes, etc., jusqu'à la fibrose dans les infections, par exemple, hépatiques, comme dans l'hépatite comme dans l'hépatite B, qui entraîne une cirrhose du foie, c'est-à-dire une fibrose intra-hépatique. On a l'effet oncogène ou l'effet oncogénique de certains virus. Alors, ils sont au nombre de 6. Donc, on a l'Epstein-Barr virus qui est lié au cancer du cavum ou au lymphome de Burkitt. Donc, ce sont les deux les deux cancers qui sont liés à l'EBV. On a l'hépatite B et l'hépatite C qui va entraîner les carcinomes hépatocellulaires, donc le cancer du foie. On a l'HHV8 qui va entraîner le sarcome de Kaposi. Le sarcome de Kaposi qui doit obligatoirement avoir une composante de VIH, donc l'HHV8 seul ne suffit pas. On a l'HTLV1 qui normalement est responsable de certaines leucémies aiguës lymphoïdes T. Et l'HPV ou le papillomavirus qui est retrouvé dans les cancers du col de l'utérus. Donc ces 6 virus peuvent entraîner des cancers par leur effet cytopathogène et non pas liés à un quelconque déficit immunitaire. Alors certaines sources citent l'HIV, donc le virus de l'immunodéficience humaine, le virus du sida, comme un virus oncogène. Mais il n'y a pas de preuves qui permettent d'affirmer que l'effet cytopathogène de l'HIV entraîne un cancer. C'est la présence de l'HIV avec d'autres virus, et notamment l'HHV8, qui entraîne des cancers, et on parle du sarcome de Kaposi qu'on retrouve chez les patients sidéens HIV positifs. Parmi donc les infections virales connues, on a les virus qui sont épidermotropes, donc tous les herpès viridés, l'HSV, donc l'herpès simplex virus, le virus de la varicelle, et qui entraînent ce qu'on appelle une dégénérescence ballonisante avec des inclusions nucléaires. Alors on a vu dans le cours sur les lésions cellulaires et tissulaires la dégénérescence ballonisante, donc c'est l'afflux intracellulaire de liquide, donc c'est en fait un œdème intracellulaire qui va gonfler la cellule et qui va entraîner son éclatement. Les inclusions nucléaires sont dues justement à l'inclusion de l'ADN des herpès viridés dans la chromatine de l'hôte. Le papillomavirus, qui est également un virus à ADN et qui va entraîner plusieurs types de lésions ou d'effets cytopathogènes. On a ce qu'on appelle l'hyperacantose, c'est-à-dire une augmentation de l'épaisseur de l'épiderme, une hyperkératose, c'est-à-dire une hyperproduction de kératine avec un cytoplasme vacuolaire et un noyau pycnotique. Alors je ne vais plus revenir sur ces définitions. Le noyau pycnotique, c'est la première étape de la destruction tissulaire, c'est-à-dire la condensation de la chromatine. Le condylome qui est un cas particulier des infections à papillomavirus, entraîne ce qu'on appelle une coïlocytose. Une coïlocytose, c'est-à-dire une cellule qui est vacuolaire et très kératinisée. Les virus mucotropes, c'est notamment le virus de la grippe. Le virus de la grippe, how is it called? Bon. J'ai oublié son nom, donc le virus de la grippe, l'adénovirus, ou encore le virus de la rougeole, donc ils font tous partie d'une même famille de virus. N'oubliez pas que le virus de la rougeole entraîne l'apparition de cellules particulières, c'est les cellules géantes plurinucléées de Warthin-Finkeldy. Les virus adénotropes, c'est-à-dire qui aiment bien les ganglions, on a la rubéole, les virus de la rubéole qui vont entraîner des adénopathies, comme on le sait, qui sont rétro-auriculaires, ou le virus Epstein-Barr, l'Epstein-Barr virus, qui est un virus très oncogène avec risque de carcinome du nasopharynx, adénocarcinome du nasopharynx ou cancer du cavum, risque de lymphome de Burkitt, risque de lymphome de Hodgkin, quoique ça reste controversé. Les rétrovirus qui peuvent passer d'un ARN vers un ADN puis s'inclure au génome humain. Donc on a l'HTLV1 qui est retrouvé dans certaines leucémies aiguës lymphoblastiques T,
ou encore l'HIV, avec des lésions encéphaliques. L'HIV qui est un virus neurotrope, il ne faut pas oublier que c'est un virus qui est très neurotrope. Enfin, les virus hépatotropes qui entraînent une dégénérescence ballonisante, donc tous les virus hépatotropes, que ce soit l'HBV, l'HCV ou encore le virus de l'hépatite A. Donc dégénérescence ballonisante, noyau pycnotique, avec ce qu'on appelle les corps de Councilman. Les corps de Councilman, en fait, c'est ce qui vient après, après les lésions classiques de destruction nucléaire, donc après la pycnose, la cariolyse et le cariorexis. Les infections parasitaires, alors elles sont majoritairement visibles directement à l'hématéinéosine safran, quoiqu'il existe des colorations histochimiques spécifiques dans le cas du MGG. L'immunohistochimie peut être réalisée pour certains parasites dont on veut connaître le sérotype, c'est le cas de la toxoplasmose ou de la leishmaniose. La réponse immunitaire aux infections parasitaires est multiple. On a une réaction à polynucléaires neutrophiles dans les protozooses, c'est-à-dire dans la toxo, dans la leishmaniose ou dans la trypanosomose, dans le palu. On a des réactions à PNE dans les helminthias, c'est-à-dire dans les infections à helminth, c'est-à-dire les vers, donc dans les chistidatiques, dans les ténias, etc. Pas de réaction dans les infections intracellulaires, donc par exemple dans les réactions de type mycologique intracellulaire, on n'aura pas de réaction inflammatoire proprement dite, et ça peut évoluer vers la fibrose extensive, par exemple les schistosomas de la vessie peuvent entraîner une fibrose qui est même cancérigène. Donc on va donner quelques exemples d'infections parasitaires. L'échinococose ou le chistidatique, elle est liée à ce qu'on appelle Echinococcus granulosus, qui va entraîner la formation de kystes, c'est le chistidatique. Alors ce kyste est formé d'une paroi faite de 3 couches. On a d'abord le périkyste qui est fibrosé, c'est de la fibrose. On a la membrane lamellaire qui est en fait un tissu de granulation. Et enfin la membrane proligère qui en fait fabrique des échinococcus, des scolex, et qui va entretenir l'infection. La leishmaniose, liée à Leishmania infantum pour la leishmaniose viscérale ou à Leishmania major pour la leishmaniose cutanée, c'est une lésion qui va du simple infiltrat cystère jusqu'au granulome tuberculoïde sans nécrose caséeuse. La caractéristique, c'est la présence de corps de Leishman qui sont roses à l'HES dans les histiocytes. La toxoplasmose qui est une maladie qu'on retrouve, qui est grave chez les femmes enceintes, qui est transmise par les chats, et caractérisée par des adénopathies qui sont chroniques, riches en histiocytes, sans nécrose ni fibrose. On peut voir parfois des kystes, soit dans le système nerveux central, soit dans la rétine, avec un granulome de type lymphoplasmocytaire, donc un granulome de type infectieux chronique. On a également l'amibiase, liée à Entamoeba histolytica, avec présence de kystes ou de tunnels remplis d'un liquide qui est de couleur caractéristique, c'est la couleur brun chocolat, entouré toujours d'un granulome lymphoplasmocytaire, vu que c'est une inflammation chronique. On a parlé tout à l'heure de la schistosomiase, anciennement dite bilharziose. La bilharziose, c'est en fait un ver de terre qui viendra grignoter certains organes. On a schistosoma mansoni qui viendra grignoter en fait les voies biliaires intrahépatiques. Et schistosoma hématobium qui viendra grignoter les voies urinaires et notamment la vessie. Cette schistosomiase est responsable d'une fibrose extensive qui peut même être oncogène pour certains sérotypes. Enfin, les infections mycosiques ou les infections fongiques qui sont fréquentes dans la population générale, bénignes chez le sujet immunocompétent, mais très graves chez le sujet immunodéprimé, soit chez les VIH, chez les séropositifs au stade SIDA, soit chez les patients en oncologie, etc. Certaines infections mycosiques sont visibles en HES, d'autres vont nécessiter des colorations histochimiques spécifiques. C'est ce qu'on appelle la coloration Gomori-Grocotte, qui va permettre de visualiser notamment les champignons filamenteux. On peut également avoir recours à des réactions d'immunohistochimie si on a besoin de connaître le sérotype particulier d'un champignon. Alors on a deux types de réactions inflammatoires qui sont liées aux infections mycosiques. Alors ce sera dû surtout à la famille de champignons. Alors dans les champignons, on a deux grandes familles. On a soit les levures,
soit les moisissures. Alors les levures, ce sont des champignons unicellulaires qui vont grandir et qui vont se développer et qui vont en fait agir comme des bactéries. On aura un même type de réaction inflammatoire que dans les réactions bactériennes. Et les moisissures, alors les moisissures, c'est des champignons qui sont filamenteux et qui ont tendance à se déposer et à entraîner des inflammations plutôt chroniques, un petit peu comme des parasites. Alors dans les infections à levure, notamment à Candida, là on aura des inflammations qui sont riches en PNN, des inflammations qui seront purulentes. Alors que dans les moisissures, et notamment dans l'aspergillose, on aura des inflammations de type nécrotique, subaigu, voire chronique. Alors l'aspergillose, donc c'est une moisissure qui est souvent liée à Aspergillus fumigatus, mais pas que. On a d'autres types d'aspergillus, Aspergillus flavus, etc., qui entraînent surtout des infections pulmonaires, mais ça peut entraîner aussi des infections cutanées, digestives, du SNC, etc. On a des formations mycéliennes, c'est-à-dire en fait des filaments qui sont entrecroisés les uns les autres, dans un foyer de nécrose cellulaire. Ce sera entouré donc de PNN, de cellules géantes et même de lymphocytes. Les infections mycosiques à levure, donc les candidoses, liées à Candida albicans, mais pas que, on a aussi Candida nigricans, Candida parapsilosis, etc., caractérisées par un enduit blanchâtre, typique, nécrosé, riche en PNN. Donc on a vu un petit peu toutes les inflammations aiguës et chroniques avec leurs caractéristiques. Alors l'essentiel c'est de retenir un petit peu chaque type inflammatoire spécifique avec ses caractéristiques. Donc pour finir, on a la tuberculose qu'on reconnaît par la nécrose caséeuse, on a la lèpre qu'on reconnaît par les cellules de Virchow dans la lèpre lépromateuse. On a certains types viraux qu'on peut reconnaître grâce à leurs effets cytopathogènes, notamment les cellules de Warthin-Finkeldy dans la rougeole. On a la coïlocytose dans l'HPV, etc. Il ne faut pas oublier aussi les effets oncogènes de certains virus. La sarcoïdose dans les granulomes, on n'oublie pas la sarcoïdose avec présence de granulomes épithéloïdes et gigantocellulaires de même âge, alors que dans la tuberculose, c'est des cellules d'âge différents. Aussi, dans les inflammations granulomateuses à corps étranger, on n'oublie pas la présence de cellules de Muller. À part ça, il faut retenir toutes les formes d'inflammation aiguë avec prédominance de phase vasculo-exsudative, notamment l'inflammation purulente avec ses formes cliniques, donc les abcès, les empyèmes, les phlegmons périvasculaires, les phlegmons périmusculaires ou péritendineux et les pustules qu'on retrouve au niveau épidermique. Et je vous remercie.